Au dîner, j'ai dit, faites-moi simplement savoir quand est le voyage en famille. Mon fils a répondu, tu ne fais pas partie du voyage et certainement pas de la famille. Tu peux oublier ça. Tout le monde à table a éclaté de rire. Je suis simplement parti. C'était il y a 4 jours. 4 jours qui semblent avoir duré 4 ans. 4 jours durant lesquels tout a changé, bien que personne ne l'ait remarqué sauf moi. Maintenant, je suis assise en face d'Elisabeth Vance dans son bureau qui sent le café et le vieux papier, tandis qu'elle examine un document que je lui ai moi-même remis il y a 2 jours. Elisabeth a 58 ans, mais le temps semble la respecter. Elle porte des lunettes suspendues à une chaîne en or et a ce regard qui ne juge pas mais ne tolère aucune bêtise. Elle est avocate depuis avant mon mariage. Je l'ai rencontrée lors d'un mariage il y a des décennies, quand nous étions toutes les deux des personnes différentes. Je n'aurais jamais pensé qu'un jour je serais assise devant elle pour quelque chose comme ça. L'enveloppe Kraft est sur le bureau. Elle est grande, épaisse, scellée. Elle porte le nom de mon fils écrit en majuscule. Mark Harrison. Elisabeth la touche du bout des doigts comme si elle savait exactement ce que cela signifie. Et elle le sait. Elle le sait parce qu'elle l'a elle-même préparé. Êtes-vous sûre, Caroline, me demande-t-elle pour la 3e fois en 1 heure. Ce n'est pas qu'elle doute de moi. Elle veut juste s'assurer que je ne doute pas de moi-même. Elisabeth connaît bien ce genre d'affaires. Elle sait que beaucoup de femmes vont aussi loin et font ensuite marche arrière. Elle sait que l'amour d'une mère peut être la plus lourde des chaînes. Mais je ne ferai pas marche arrière. Je suis sûr, lui dis-je. Ma voix sonne ferme, plus ferme que je ne l'ai entendue depuis des années, peut-être des décennies. Elisabeth hoche lentement la tête, prend un stylo et me le tend. C'est un stylo argenté, élégant, du genre qui est lourd dans la main. Je le prends et sens le métal froid contre mes doigts. Il y a 3 copies du document devant moi. Elles disent toutes la même chose. Elles ont toutes le même titre en haut. Poursuite pour manquement à l'obligation financière et détournement de fonds. Cela sonne froid, légal, distant, mais c'est exactement ce dont j'ai besoin, exactement ce que je mérite. Je signe la première copie, puis la 2e, puis la 3e. Mon nom apparaît 3 fois à l'encre bleue. Caroline Harrison, 60 ans. Veuve, mère. Ou du moins, c'est ce que je pensais être. Elisabeth rassemble soigneusement les documents, les place à l'intérieur de l'enveloppe Kraft et ferme le fermoir métallique d'un clic sec. Ce son résonne dans le bureau comme une sentence, comme une porte qui se ferme, ou peut-être comme une porte qui s'ouvre enfin. Il sera signifié demain matin, dit Elisabeth, écrivant quelque chose dans son agenda. Le processus est déjà en marche. Il n'y a pas de retour en arrière possible, Caroline. Comprenez-vous? Oui, je comprends. Je comprends parfaitement. Il n'y a pas de retour en arrière possible. Et cela ne me fait pas peur. Ce qui me fait peur, c'est que j'aurais dû faire cela il y a des années. Je quitte le bureau avec une étrange sensation dans la poitrine. Ce n'est pas du soulagement. Pas encore. Ce n'est pas de la tristesse non plus. C'est quelque chose entre les deux, quelque chose d'innommable, mais qui pèse moins qu'avant. Je descends lentement la rue, mon sac à main suspendu à mon épaule, portant des lunettes de soleil. Même si la journée est couverte, je ne veux pas que quiconque voie mes yeux. Pas parce que je pleure, mais parce que je ne veux pas expliquer pourquoi je ne pleure pas. Je m'arrête devant un fleuriste. Il y a des tournesols à l'entrée, grands, jaunes, vivants. Je les regarde un instant et pense à en acheter un, mais je ne le fais pas. Je n'ai plus besoin de remplir ma maison de jolies choses pour me sentir accompagné. Je n'ai plus besoin de tout cela. Je continue de marcher. J'arrive chez moi au coucher du soleil. C'est une petite maison à 2 étages avec un jardin devant et une porte en bois que mon mari a peinte en rouge il y a 20 ans. Il est mort il y a 12 ans. 12 ans durant lesquels cette maison a été mon refuge, ma prison, ma mémoire. 12 ans durant lesquels j'ai vécu seul, mais jamais en paix. J'entre et je ferme la porte derrière moi. Le silence m'accueille comme toujours. Je pose mon sac à main sur la table de l'entrée, retire mes chaussures et marche pieds nus jusqu'au salon. Je m'assieds sur le canapé, le même canapé où mon fils s'est assis la dernière fois qu'il est venu me demander de l'argent. C'était il y a 3 mois. Il n'est pas venu me rendre visite. Il est venu me demander $15 000.
Et je lui ai donné comme toujours. Je ferme les yeux et je respire profondément. L'air entre lourd, comme s'il était plein de poussière. Peut-être l'est-il. Je n'ai pas nettoyé depuis des jours. Je n'ai rien fait depuis des jours à part penser. Penser à tout. À comment j'en suis arrivé là. À comment j'ai laissé tout cela atteindre ce point. Je pense à Marc, mon fils, le bébé que j'ai tenu dans mes bras, nourri et soigné quand il avait de la fièvre. L'adolescent rebelle qui me criait dessus mais revenait toujours pour un câlin à la fin. L'homme qui a fondé une famille et qui, selon lui, n'a plus besoin de moi, sauf quand il a besoin d'argent. Je pense au dîner il y a 4 jours. Je pense à ces mots. Tu ne fais pas partie du voyage et certainement pas de la famille. Je les entends encore. Je peux encore sentir le poids de chaque syllabe. Ce n'était pas ce qu'il a dit. C'était la façon dont il l'a dit, avec tant de calme, avec tant de froideur, comme s'il parlait du temps, comme si je n'étais pas sa mère, comme si je n'étais rien. Et ils ont tous ri. Mégane, sa femme, fut la première. Un rire court, sec, plein de satisfaction. Puis Mason, mon petit-fils de 8 ans, qui ne comprenait même pas pourquoi il riait, mais qui imitait tout ce que faisaient ses parents. Et enfin, Marc. Il a ri en dernier, mais il a le plus apprécié. Je n'ai rien dit. Je me suis levé, j'ai pris mon pull sur le dossier de la chaise et je suis parti. Il n'y a eu ni cri, ni larmes, ni drame, juste le silence. Mon silence. Et ce silence était plus fort que tout ce que j'aurais pu dire. J'ouvre les yeux et regarde le plafond de mon salon. Il y a une tache d'eau dans le coin qui est là depuis des mois. Je devrais appeler quelqu'un pour la réparer. Mais je ne le fais pas. Je n'en ai pas envie. Je n'ai envie de rien d'autre que ça. D'être là, immobile, sentant comment tout commence enfin à prendre sens. L'enveloppe Kraft est scellée. La plainte est signée. Demain, Marc sera signifié. Et alors je saurai si je suis vraiment sa mère ou si je n'ai été que sa banque toutes ces années. 4 jours avant de signer ces documents, j'étais aussi nerveuse qu'une fillette avant sa première communion. Je m'étais coiffée, j'avais mis la robe beige que Marc m'avait offerte pour mon anniversaire l'année dernière, et je tenais une boîte enveloppée de papier argenté. À l'intérieur se trouvait un ensemble de serviettes brodées que j'avais vues au grand magasin et que je pensais que Mégane aimerait. J'ai toujours essayé de me faire aimer d'elle. J'ai toujours échoué. La maison de Marc est dans un nouveau lotissement. L'un de ces endroits où toutes les maisons se ressemblent mais coûtent une fortune. Un portail électrique, une pelouse parfaitement tondue, 2 voitures dans l'allée. J'ai payé pour l'une de ces voitures. Eh bien, techniquement, c'était un prêt. 30 000 $. Il n'a jamais remboursé, mais cela n'avait pas d'importance cette nuit-là. Cette nuit-là, je voulais juste être avec ma famille. J'ai sonné à la porte et j'ai attendu. J'ai entendu des pas à l'intérieur. Des rires, une musique douce. Puis la porte s'est ouverte et Mason était là, mon petit-fils, avec sa tablette à la main et des écouteurs autour du cou. « Salut, grand-mère », dit-il sans vraiment me regarder. Ses yeux étaient toujours fixés sur l'écran. « Salut, mon chéri. Comment vas-tu ? » « Bien. » Et il s'est retourné, laissant la porte ouverte pour que j'entre seul. J'ai fermé la porte derrière moi et je me suis dirigé vers le salon. La maison sentait la nourriture fraîchement préparée, quelque chose à l'ail et à la tomate. Marc était sur le canapé, également sur son téléphone. Il a levé les yeux une seconde en me voyant. « Salut, maman. »« Salut, fiston. J'ai apporté quelque chose pour Mégane. » J'ai brandi la boîte comme si c'était un trophée. Il a hoché la tête sans grand intérêt et est retourné à son écran. Elle est dans la cuisine. Je me suis dirigé dans cette direction, serrant la boîte contre ma poitrine. Mégane me tournait le dos, remuant quelque chose dans une grande marmite. Elle avait les cheveux attachés en une queue de cheval haute et portait un tablier gris sur lequel était écrit « Reine de la cuisine » en lettres dorées. « Salut, Mégane. » Elle s'est à peine tournée sans sourire. « Oh, Caroline, tu es là. » Elle n'a pas dit « Ravi de te voir » ou « Merci d'être venue ». Juste « Tu es là ». Comme si j'étais une surprise indésirable mais inévitable. Oui, je t'ai apporté ça. J'ai tendu la boîte. Elle l'a prise sans vraiment la regarder,
l'a posée sur l'îlot de la cuisine et a continué à remuer sa marmite. Comme c'est gentil, dit-elle d'un ton qui signifiait clairement le contraire. Je suis resté là, ne sachant que faire de mes mains. Finalement, j'ai demandé, puis-je aider pour quelque chose? Non, c'est tout prêt. Oh, d'accord. Je vais juste m'asseoir alors. Je suis retourné au salon et me suis assise sur l'une des chaises de la salle à manger. La table était déjà dressée. 4 assiettes, 4 verres, 4 serviettes pliées, tout parfait, tout symétrique, tout sans me prendre en compte. Même s'il savait clairement que je venais, Marc était toujours sur le canapé. Mason était toujours sur sa tablette. Megan était toujours dans la cuisine et j'attendais toujours que quelqu'un me parle. 10 minutes se sont écoulées. Finalement, Megan est sortie avec un plat fumant et l'a placé au centre de la table. Des pâtes aux crevettes. Ça avait l'air délicieux. Le dîner est prêt, a-t-elle annoncé. Tout le monde s'est levé et s'est assis. Marc en bout de table, Megan à sa droite, Mason en face d'elle, et moi dans le coin comme une invitée de dernière minute. Nous avons commencé à manger en silence. Le genre de silence où l'on n'entend que le tintement des couverts contre les assiettes. J'ai essayé de le briser. C'est délicieux, Megan. Vraiment bon. Merci, a-t-elle répondu sans lever les yeux. Silence à nouveau. J'ai pris une gorgée d'eau et j'ai cherché autre chose à dire, quelque chose pour générer une conversation, quelque chose pour me faire sentir partie de ce qui se passait là. Mason, comment s'est passée l'école cette semaine? Le garçon a haussé les épaules. Bien. Appris quelque chose de nouveau? Je ne sais pas. Marc a intervenu sans me regarder. Laisse-le manger, maman. Oh, d'accord. Pardon. Plus de silence, plus de couvert, plus de distance. Puis j'ai entendu Megan dire quelque chose doucement à Marc. Quelque chose à propos de réservation et de l'hôtel de plage. Mes oreilles se sont dressées. Je me suis penché un peu en avant, essayant d'entendre mieux. Un voyage, ai-je demandé avec un sourire. Vous partez quelque part? Megan a cessé de parler. Marc a mâché lentement, sans se presser. Il a finalement avalé et m'a regardé avec cette expression que je connais si bien. L'expression de « maintenant, je dois t'expliquer quelque chose d'évident. Oui, nous allons à la plage le mois prochain, 2 semaines. Comme c'est merveilleux, ai-je dit, sincèrement excité. Où allez-vous, Cancun? Un complexe tout compris. Ça a l'air magnifique. J'ai posé ma fourchette sur l'assiette et j'ai joint mes mains. Faites-moi simplement savoir quand est le voyage exactement pour que je puisse planifier. Je peux aider avec tout ce dont vous avez besoin. Ou si vous voulez que je garde la maison pendant votre absence, je serai ravi de le faire. Il y eut une seconde de silence. Puis 2, puis 3. Marc s'est essuyé la bouche avec sa serviette et l'a posée sur la table. Il m'a regardé droit dans les yeux avec une froideur que je n'avais jamais vue auparavant. Maman, je ne pense pas que tu l'aies compris. Quoi? Tu ne fais pas partie du voyage. J'ai ressenti une étrange sensation dans mon estomac. Comme un gouffre. Comme quand on est perdu dans un endroit inconnu. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu ne fais pas partie du voyage, a-t-il répété lentement, comme si j'étais sourde ou stupide. Et certainement pas de la famille. Tu peux oublier ça. Le monde s'est arrêté. Ce n'était pas ce qu'il a dit. C'était la façon dont il l'a dit, avec tant de calme, avec tant de certitude, comme s'il énonçait quelque chose de si évident qu'il n'avait même pas besoin d'être expliqué. Et puis le pire est arrivé. Megan a ri. C'était un rire court, sec, plein de satisfaction, comme si quelqu'un avait enfin dit à voix haute ce qu'elle avait toujours pensé. Puis Mason a suivi, non pas parce qu'il comprenait, mais parce qu'il a vu sa mère rire et qu'il voulait faire partie de ce qui se passait. Et enfin, Marc, il a été le dernier à rire. Mais il l'a fait. Il l'a fait en me regardant droit dans les yeux, en profitant. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. J'ai juste regardé les trois. Mon fils, ma belle-fille, mon petit-fils. Je les ai regardés rire de moi comme si j'étais une blague. Comme si j'étais une blague. Puis j'ai fait la seule chose que je pouvais faire. Je me suis levé.
J'ai pris mon pull sur le dossier de la chaise, l'ai plié sur mon bras et je me suis dirigé vers la porte. Personne ne m'a arrêté. Personne n'a dit « Attends, maman ». C'était une blague. Personne n'a rien dit. J'ai quitté cette maison, j'ai fermé la porte derrière moi et je me suis dirigé vers ma voiture. Mes mains tremblaient quand j'ai sorti les clés. Elles tremblaient quand j'ai ouvert la porte. Elles tremblaient quand j'ai démarré le moteur, mais je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas pleuré pendant tout le trajet de retour. Je n'ai pas pleuré quand j'ai garé la voiture devant ma maison. Je n'ai pas pleuré quand je suis entré et que j'ai fermé la porte à clé. Je n'ai pas pleuré quand je me suis assise sur le canapé, les lumières éteintes. Je n'ai pas pleuré parce que quelque chose en moi a compris que cette nuit n'était pas la fin de quelque chose. C'était le début de quelque chose de complètement différent. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je suis resté assise sur le canapé jusqu'à ce que le soleil commence à percer à travers les rideaux. Je n'ai pas allumé la télévision. Je n'ai pas vérifié mon téléphone. Je suis juste resté là, regardant les ombres bouger sur les murs tandis que ma tête rejouait les mêmes mots encore et encore. Tu ne fais pas partie du voyage et certainement pas de la famille. Ce n'était pas la première fois que Marc me traitait froidement. Ce n'était pas la première fois que Megan m'ignorait ou que Mason agissait comme si j'étais invisible. Mais cette fois-ci, c'était différent. Cette fois, il l'a dit à voix haute. Il l'a dit avec des témoins. Il l'a dit comme un jugement final et ils ont tous ri. Quand l'aube s'est levée, j'étais toujours au même endroit. Mes jambes étaient engourdies. Mon dos me faisait mal, mais mon esprit était plus éveillé que jamais. Je me suis levé lentement, je suis allé à la cuisine et j'ai mis de l'eau à chauffer. J'ai fait du café sans réfléchir. 3 cuillères, de l'eau bouillante, remuer lentement, les mêmes gestes que d'habitude, mais rien ne semblait pareil. Je me suis assise à table avec la tasse fumante entre mes mains et j'ai regardé par la fenêtre. Les voisins étaient déjà réveillés. Monsieur Henderson arrosait ses plantes. Madame Gable sortait les poubelles. Tout continuait comme si rien ne s'était passé. Mais pour moi, quelque chose avait changé. Quelque chose s'était brisé. Et ce n'était pas mon cœur. C'était quelque chose de plus profond. C'était l'image que j'avais de moi-même. Pendant des années, je me suis défini par le fait d'être mère. Après la mort de mon mari, Marc est devenu mon monde, ma raison de me lever, mon but. Tout ce que je le faisais en pensant à lui, à son avenir, à son bien-être, à son bonheur. Quand il a fini l'université, je lui ai acheté sa première voiture. 8 000 $ que j'ai pris de mes économies. C'est un cadeau, maman. Il m'a dit, tu n'as pas à t'inquiéter. Je te rembourserai. Il ne l'a jamais fait. Quand il a voulu lancer son entreprise, j'ai contracté une deuxième hypothèque sur cette maison pour lui prêter 80 000 $. C'est un prêt, maman. Il m'a dit, dans 2 ans, je te rembourserai avec intérêt. Cela fait 5 ans. Je n'ai pas vu un seul centime. Quand il s'est marié, j'ai payé la moitié du mariage. Nous te serons reconnaissants pour cela le reste de notre vie, maman, m'a-t-il dit. Ils ne m'ont pas invité à choisir les fleurs. Ils n'ont pas demandé mon avis sur le menu, mais ils m'ont demandé l'argent. Quand Mason est né, j'étais là les premiers mois. J'y allais tous les jours. Je changeais les couches. Je préparais à manger. Je nettoyais la maison pendant que Megan se reposait. Je ne sais pas ce que nous ferions sans toi, maman, me disait Marc. Puis ils n'ont plus eu besoin de moi. Ou plutôt, ils ont cessé de prétendre qu'ils avaient besoin de moi. Et j'ai continué à donner. J'ai continué à appeler. J'ai continué à visiter. J'ai continué à apporter des cadeaux. J'ai continué à être utile pour qu'ils ne m'oublient pas. Parce qu'au fond, j'ai toujours eu peur de ça. Qu'un jour ils me disent exactement ce qu'ils m'ont dit la nuit dernière, que je ne fais pas partie de la famille. J'ai pris une gorgée de café. C'était amer. Je n'y avais pas mis de sucre. Rien ne me semble bon ces derniers temps. Je me suis levé et j'ai marché vers le bureau. C'est une petite pièce à l'arrière de la maison où je garde des papiers, des photos, des souvenirs. J'ai ouvert le placard et j'ai sorti une vieille boîte en carton. Elle était pleine de documents, de reçus, de virements bancaires, de contrats signés, de promesses écrites. Je me suis assise par terre, la boîte entre mes jambes,
et j'ai commencé à les parcourir un par un. Voici le reçu pour la voiture, 8000 $. Je te rembourserai dans 6 mois, disait la note que Marc m'avait écrite à la main. Il n'a jamais payé. Voici l'accord de prêt pour l'entreprise, 80 000 $, avec ma signature et sa durée de remboursement de 24 mois. Cela fait 60 mois. Voici les virements bancaires. Un de 3 000 $ pour une urgence. Un autre de 5 000 $ pour réparer leur toit. Un autre de 2 000 $ pour les frais de scolarité de ma sonne dans une école privée. Un autre de 7 000 $ pour la deuxième voiture. J'ai continué à sortir des papiers. J'ai continué à additionner les montants. J'ai continué à trouver des promesses qui n'ont jamais été tenues. Quand j'ai eu fini, j'ai juste regardé tout ce papier étalé sur le sol. Des années de ma vie transformées en chiffres. Des années de sacrifices transformées en dettes. Des dettes que personne n'avait l'intention de payer. J'ai pris mon téléphone et j'ai ouvert la calculatrice. J'ai commencé à additionner 8000 plus 80 000 plus 3000 plus 5000 plus 2000 plus 7000 plus 15 000 que je lui ai prêté il y a 3 mois. Plus 10 000 que je lui ai donné pour la compte de la maison. Plus 20 000 que je lui ai prêté quand l'entreprise a failli faire faillite la première année. Plus 12 000 en cadeau de Noël, anniversaire, urgence médicale. Plus 30 000 qu'il n'a jamais remboursé des investissements conjoints que nous avons faits quand son père était encore en vie. Plus 14 000 pour le SUV que conduit Meghan maintenant. Plus 11 000 pour le voyage en Europe qu'ils ont fait il y a 2 ans. Total, 223 000 $. 223 000 $ que j'avais donnés à mon fils sur 12 ans. 223 000 $ qui étaient censés être des prêts, qui étaient censés être remboursés, qui étaient censés signifier quelque chose de plus que de l'argent. J'ai fixé ce chiffre sur l'écran. 223 000, presque un quart de million. La valeur de cette maison, la valeur de ma retraite, la valeur de ma tranquillité d'esprit. Et il m'a dit que je ne faisais pas partie de la famille. J'ai éteint le téléphone et l'ai laissé tomber sur les papiers. J'ai fermé les yeux et j'ai respiré profondément. Je n'étais pas en colère, pas encore. J'étais sous le choc. Dans cet état étrange où tout semble irréel, mais en même temps limpide. Je me suis levé du sol et j'ai remis tous les documents dans la boîte. Je les fermai soigneusement et les posai sur le bureau. Puis j'ai quitté le bureau et je suis retourné à la cuisine. Le café était froid. Je l'ai versé dans l'évier et j'ai lavé la tasse. Mes mains bougeaient d'elles-mêmes, savon, eau, séché, rangé, tout en pilote automatique. J'ai regardé l'horloge murale. Il était 9 h du matin. Un jour normal, un vendredi ordinaire. Mais je n'étais pas la même personne que le jeudi soir. J'ai pris mon téléphone et je l'ai regardé. Pas d'appel de Marc. Pas de message. Pas de « je suis désolé, maman. J'ai été trop loin ». Rien. Et c'est là que j'ai vraiment compris pour lui. Rien d'important ne s'était passé la nuit dernière. La nuit dernière n'était qu'un autre dîner. Une autre fois où il m'avait remise à ma place. Une autre fois où il m'avait rappelé qu'il n'avait plus besoin de moi. Qu'il n'avait jamais vraiment eu besoin de moi. Il n'avait juste besoin que de mon argent. Mais pour moi, la nuit dernière a tout changé. Parce que pour la première fois en 12 ans, depuis la mort de mon mari, je me suis vu clairement. J'ai vu ce que j'étais devenu. J'ai vu comment j'avais permis d'être traité. J'ai vu comment j'avais confondu le fait d'être nécessaire avec le fait d'être aimé. Et j'ai vu que j'avais 223 000 raisons de cesser de le permettre. J'ai laissé le téléphone sur la table et je suis allé prendre une douche. L'eau chaude a frappé mes épaules comme un pardon que je me donnais. J'ai pleuré là-dedans. J'ai enfin pleuré. Mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse. C'étaient des larmes de clarté, de libération, de rage contenue qui commençaient à se transformer en quelque chose de plus utile. Quand je suis sorti, je me suis habillé lentement. Pantalon foncé, chemisier blanc, chaussures confortables. Je me suis coiffé et je me suis regardé dans le miroir. 60 ans, veuve, mère. Ou peut-être pas. Peut-être que j'étais juste Caroline. Et peut-être que c'était suffisant. Les 3 jours suivants se sont déroulés dans un silence que je n'avais jamais connu. Ce n'était pas le silence triste de la mort de mon mari. Ni le silence vide des dimanches solitaires. C'était un silence différent.
Un silence qui avait du poids, qui avait un but. Je n'ai pas appelé Marc. Je ne lui ai pas envoyé de SMS. Je ne suis pas passé devant sa maison. Je n'ai pas demandé comment allait ma sonne. Je n'ai pas fait semblant que rien ne s'était passé. Pour la première fois en 12 ans, je n'ai absolument rien fait pour maintenir le contact. Et lui non plus. Le vendredi est passé. Le samedi est passé. Le dimanche est passé. Pas un seul appel. Pas un seul SMS. Pas un seul « ça va, maman ?» Rien. Comme si je n'existais vraiment pas. Comme si mon absence ne faisait aucune différence dans leur vie, mais elle en faisait une dans la mienne. Le samedi, je me suis levé tôt et j'ai nettoyé toute la maison. Non pas parce qu'elle était sale, mais parce que j'avais besoin de bouger mon corps. J'avais besoin de faire quelque chose de mes mains pendant que ma tête traitait tout. J'ai épousseté chaque meuble. J'ai lavé chaque plat. J'ai balayé chaque recoin. Et à chaque mouvement, j'avais l'impression que quelque chose en moi était aussi nettoyé. Le dimanche, je suis allé seul au marché fermier. J'ai acheté des fleurs fraîches pour la table. J'ai acheté des fruits. J'ai acheté du pain frais. J'ai acheté toutes les choses que j'aimais sans penser à ce que Marc aimait ou à ce que ma sonne pourrait manger s'il venait me rendre visite, parce qu'il ne venait pas. Et je commençais à l'accepter. L'après-midi, je me suis assise dans le jardin avec une tasse de thé. Je n'avais pas fait ça depuis des années. Juste m'asseoir sans me presser, sans culpabilité, sans avoir l'impression que je devrais faire quelque chose de plus utile. Les oiseaux chantaient. Le vent faisait bouger les feuilles. Le soleil se cachait lentement derrière les arbres. Et j'étais en paix. Eh bien, pas exactement en paix, mais j'en étais plus proche que je ne l'avais été depuis longtemps. Le lundi matin, j'ai pris une décision. J'ai ouvert le placard du bureau, j'ai sorti la boîte de documents et je l'ai posée sur la table de la salle à manger. Je l'ai ouverte et j'ai ressorti tous les papiers, tous les reçus, tous les virements bancaires, toutes les preuves que mon fils me devait plus de 200 000 $. J'ai pris mon téléphone et j'ai parcouru mes contacts. Elle était là. Elisabeth Vance. Je l'avais rencontrée il y a des années à un mariage. C'était une avocate spécialisée en droit de la famille et en droit civil. Nous avions parlé plusieurs fois lors de réunions mondaines. Elle m'avait toujours frappé comme une femme sérieuse, directe, du genre à ne pas perdre de temps. Je lui ai envoyé un SMS. Salut, Elisabeth. C'est Caroline Harrison. Je ne sais pas si tu te souviens de moi. Nous nous sommes rencontrés au mariage de la fille de Brenda il y a quelques années. J'ai besoin de conseils juridiques. As-tu du temps cette semaine? J'ai envoyé le message et j'ai laissé le téléphone sur la table. Je ne m'attendais pas à une réponse immédiate, mais 5 minutes plus tard, le téléphone a vibré. Bien sûr, je me souviens de vous, Caroline. Demain à 10 h du matin, ça vous convient? Parfait. Je serai là. Je vous enverrai l'adresse de mon bureau. Et c'est ainsi que le lundi s'est terminé avec un rendez-vous fixé, une décision prise, un nouveau chemin qui faisait peur mais semblait juste. Cette nuit-là, j'ai revu tous les documents. Je les ai organisés par date. Je les ai séparés par type. Prêt, virement, cadeau qui aurait dû être remboursé, promesses écrites, tout ce qui pouvait être utile. J'ai tout mis dans un nouveau dossier que j'ai acheté à la papeterie du coin. Un dossier brun simple et professionnel. Je l'ai fermé et je l'ai laissé prêt à côté de mon sac à main. Je me suis couché plus tôt que d'habitude, mais encore une fois, je n'ai pas pu dormir. Je suis resté allongé, regardant le plafond, pensant à tout, à comment j'en étais arrivé là, à comment une mère en arrive à poursuivre son propre fils. Mais ensuite j'ai pensé aux mots de Marc. Tu ne fais pas partie de la famille. Et j'ai su que je ne poursuivais pas mon fils. Je récupérais ma dignité. Le mardi s'est levé gris. Des nuages bas menaçaient de pluie, mais ne se décidaient jamais vraiment à tomber. Je me suis habillé avec soin, pantalon noir, chemisier beige, veste légère. Rien d'exagéré, rien de dramatique, juste présentable. Je suis arrivé au bureau d'Elisabeth 15 minutes en avance. C'était dans un petit immeuble de 3 étages du centre-ville. J'ai monté les escaliers lentement, serrant le dossier contre ma poitrine. Le hall d'accueil était simple. Un bureau.
Une jeune secrétaire qui a souri quand je suis entré. Caroline Harrison. Oui, l'avocate vous attend. Deuxième porte à gauche. J'ai marché dans le couloir. Les murs étaient couverts de diplômes et de certificats. J'ai frappé à la porte. Entrez. Je suis entré. Elisabeth était assise derrière un bureau en bois. Elle avait des cheveux gris courts, soigneusement coiffés. Elle portait les lunettes suspendues à une chaîne en or. Quand elle m'a vu, elle s'est levée et m'a tendu la main. Caroline, ravie de vous voir. Vous aussi, Elisabeth. Merci de m'avoir reçu. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Je me suis assise en face d'elle. J'ai posé le dossier sur mes genoux. Elisabeth s'est installée dans sa chaise et m'a regardé attentivement. Dites-moi, comment puis-je vous aider? J'ai pris une profonde inspiration. Je ne savais pas par où commencer, alors j'ai commencé par la chose la plus récente. Il y a 4 jours, mon fils m'a dit que je ne faisais pas partie de sa famille. L'expression d'Elisabeth n'a pas changé. Elle a juste hoché la tête. Dans quel contexte? Lors d'un dîner, devant sa femme et mon petit-fils. Ils ont tous ri. Je vois. Et que s'est-il passé ensuite? Je suis parti. Je ne lui ai pas parlé depuis. A-t-il essayé de vous contacter? Non. Elisabeth a pris un stylo et un carnet. Est-ce la première fois que quelque chose comme ça arrive? Non. Mais c'est la première fois qu'il le dit si clairement. Quel genre de relation avez-vous? Compliqué. J'ai baissé les yeux. C'est mon seul fils. Son père est mort il y a 12 ans. Depuis, je suis seul. Je l'ai toujours soutenu. Je l'ai toujours aidé pour tout. Tout inclut-il l'argent? Oui. Combien d'argent? J'ai ouvert le dossier et j'ai sorti la feuille où j'avais fait les calculs. Je la lui ai tendue. Elisabeth l'a prise et l'a lue en silence. Ses yeux ont parcouru chaque ligne, chaque montant, chaque date. Quand elle a eu fini, elle a levé les yeux. 223 000 $. Oui. Avez-vous des documents pour étayer ces montants? Tous. J'ai sorti le reste des papiers et je les ai posés sur le bureau. Reçu, virement, contrat signé, promesses écrites. Elisabeth a commencé à les examiner un par un. Elle n'a rien dit pendant plusieurs minutes. Elle a juste lu, juste analysé. Finalement, elle a tout posé sur le bureau et a retiré ses lunettes. Caroline, que voulez-vous faire? Cette question m'a prise au dépourvu. Non pas parce que je ne connaissais pas la réponse, mais parce que c'était la première fois que quelqu'un me la posait. Je veux qu'il me rembourse ce qu'il me doit. Êtes-vous prête à suivre une procédure judiciaire? Oui, même s'il est votre fils? Précisément parce qu'il est mon fils. Elisabeth a hoché la tête lentement. Je comprends que cela ne va pas être facile. Pas émotionnellement. Je sais qu'il va être en colère. Sa famille va se retourner contre vous. Ils vont dire des choses. Ils vont essayer de vous faire sentir coupable. Ils le font déjà. Elisabeth m'a regardé attentivement. Êtes-vous sûr? Complètement. Elle a pris son stylo et a commencé à écrire. Alors, commençons. Premièrement, j'ai besoin que vous m'autorisiez formellement à vous représenter. Ensuite, nous préparons la plainte. Avec ces documents, nous avons une affaire solide. Combien de temps cela prendra-t-il? Cela dépend. Mais si tout est en ordre, nous pouvons le faire signifier en moins d'une semaine. Une semaine, 7 jours pour que Marc découvre que sa mère n'était plus la banque qu'il avait toujours à disposition. Faisons-le, ai-je dit. Et c'est ainsi que tout a commencé. Je suis sorti du bureau d'Elisabeth avec une étrange sensation dans la poitrine. Ce n'était pas du soulagement. Ce n'était pas de la peur. C'était quelque chose entre les deux, quelque chose d'innommable. J'ai marché lentement dans la rue, mon sac à main suspendu à mon épaule et le dossier vide à la main. Tous les documents étaient restés avec Elisabeth. Maintenant, c'était des preuves, des arguments, des armes. Le ciel était toujours gris. Les nuages étaient toujours bas, mais il ne pleuvait pas. Quand je suis rentré chez moi, il était midi. Je me suis préparé quelque chose à manger.
Un simple sandwich, jambon et fromage. Je l'ai mangé debout près de la fenêtre de la cuisine, regardant le jardin. Les fleurs que j'avais achetées le dimanche étaient toujours fraîches dans le vase. Elles avaient toujours de la couleur. Elles avaient toujours de la vie. J'ai lavé l'assiette, séché mes mains. Je me suis assise dans le salon, et l'attente a commencé. Elisabeth m'avait dit que le processus prendrait quelques jours, qu'elle devait tout examiner attentivement, préparer les documents légaux et rédiger correctement la plainte. Cela doit être impeccable, avait-elle dit. Nous ne pouvons pas lui laisser la moindre chance de se défendre en disant que les prêts étaient des cadeaux. Je lui avais expliqué que certains d'entre eux étaient des cadeaux. Les choses pour Mason, les cadeaux de Noël, les repas, mais les gros prêts, les 80 000 $ pour l'entreprise, les 30 000 $ pour les investissements, les 15 000 $ d'il y a 3 mois. Tous cela avaient des documents. Ils avaient des signatures. Ils avaient des dates de paiement qui n'avaient jamais été respectées. C'est suffisant, avait dit Elisabeth. Nous pouvons procéder avec cela. Alors, j'ai attendu. Le mardi est passé. Le mercredi est passé. Le jeudi est arrivé avec un soleil timide qui perçait à peine à travers les nuages. Et puis à 15 h le jeudi, mon téléphone a sonné. C'était un numéro inconnu. Je ne réponds généralement pas à ces appels, mais quelque chose m'a dit que je devais le faire cette fois-ci. Bonjour, Caroline Harrison. Oui, c'est moi. Ici l'avocat Stephen Cole de Cole et Associés. Je vous appelle au nom de votre fils, Mark Harrison. Mon cœur a bondi. Non pas de peur, mais de surprise. Mark avait déjà un avocat. Cela signifiait qu'il était déjà au courant. Il avait déjà été signifié. Oui, ai-je répondu aussi calmement que possible. Madame, mon client m'a informé que vous engagez une procédure judiciaire contre lui pour une prétendue dette. Je voudrais savoir si c'est exact. Ce n'est pas une prétendue dette. C'est une dette réelle avec des documents, avec des signatures. L'avocat s'est éclairci la gorge. Je comprends. Écoutez, Madame Harrison, je crois que cela peut être résolu à l'amiable. Il n'est pas nécessaire de recourir à une action en justice. Votre famille, cela peut être réglé en parlant. J'ai déjà essayé de parler pendant 12 ans. J'ai essayé de parler. Oui, mais comprenez que ces procédures sont longues, coûteuses et épuisantes. Et au final, le seul qui gagne est le système. Ne préféreriez-vous pas parvenir à un accord? Mon avocate s'occupe de cela maintenant. Si votre client veut parler, il peut lui parler. Madame, s'il vous plaît, réfléchissez. Cela pourrait endommager la relation familiale de manière irréparable. La relation est déjà endommagée, mais elle pourrait empirer. Je ne vois pas comment. Il y a eu un silence à l'autre bout. Puis l'avocat a soupiré. Je comprends. Alors je suppose que nous nous verrons au tribunal. Je suppose que oui. Il a raccroché. J'ai fixé le téléphone dans ma main. Mes doigts tremblaient. Non pas de peur, mais d'adrénaline, de pouvoir. Je venais de raccrocher à un avocat qui essayait de m'intimider. Je venais de tenir bon sans faiblir. Je venais de me prouver que je pouvais le faire. 5 minutes plus tard, le téléphone a sonné à nouveau. Cette fois, c'était Mark. Je le savais parce que son nom apparaissait sur l'écran. Mark. Juste ça. Pas de cœur, pas d'émoji, rien pour indiquer qu'il était mon fils. J'ai laissé sonner 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4. Je n'ai pas répondu. Il a laissé un message vocal. Je l'ai écouté 1 heure plus tard. Maman, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Tu me poursuis en justice? Sérieusement? C'est comme ça que tu règles les choses maintenant? Appelle-moi. Il faut qu'on parle. C'est insensé. Sa voix sonnait en colère, indignée, comme si c'était moi qui avais fait quelque chose de mal. Comme si c'était moi qui agissais de manière irrationnelle. J'ai supprimé le message. Je ne l'ai pas rappelé. 1 demi-heure plus tard, un message texte est arrivé. Maman, réponds-moi. Tu ne peux pas faire ça. Je suis ton fils. Puis un autre. Appelle-moi, s'il te plaît. Puis un autre. Bien. Je comprends.
Tu veux de l'attention. Tu l'as. Heureuse maintenant? Appelle-moi. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Je n'ai pas pu dormir cette nuit-là. Non pas par culpabilité, non pas par peur, mais par le nombre d'émotions qui traversaient mon corps en même temps. J'étais en colère. J'étais triste. J'étais soulagé. J'avais peur. J'étais forte, tout à la fois. Je me suis levée à 1h du matin et je me suis préparé du thé. Je me suis assise dans le salon, les lumières éteintes, juste la lumière du réverbère filtrant à travers la fenêtre. J'ai pris mon téléphone et j'ai relu les messages de Marc. Je suis ton fils. Ces 3 mots m'ont frappé plus fort que tout le reste parce que c'était le problème. Cela avait toujours été le problème. Il était mon fils et j'avais laissé cela tout justifier. Tout effacer. Me faire accepter l'inacceptable, encore et encore. Mais être un fils n'est pas un chèque en blanc. Être un fils ne signifie pas que vous pouvez maltraiter votre mère et vous attendre à ce qu'elle revienne toujours. Être un fils ne signifie pas que vous pouvez prendre et prendre et prendre sans jamais rien donner en retour. Être un fils signifie la responsabilité. Cela signifie le respect. Cela signifie la réciprocité. Et Marc n'avait rien rempli de tout cela. J'ai éteint le téléphone et l'ai laissé sur la table. J'ai fini mon thé et je suis allé me coucher. Cette fois, j'ai réussi à dormir. Le vendredi matin, Elisabeth m'a appelé. Caroline, tout est prêt. La plainte a été officiellement déposée. Marc a 10 jours pour répondre. S'il ne répond pas, nous procédons automatiquement. S'il répond, nous le verrons à la première audience. Et que se passera-t-il à cette audience? Le juge examinera les documents. Il écoutera les 2 parties et il décidera si l'affaire se poursuit ou non. Avec les preuves que vous avez, je suis presque certaine qu'elle se poursuivra. Et après? Après cela, vient le processus de recouvrement. Nous pouvons demander un gel de ses comptes, un privilège sur ses biens, ses propriétés. Tout dépend de sa réponse. Un gel? Oui. S'il ne paie pas volontairement, le juge peut ordonner le gel de ses comptes bancaires jusqu'à ce que la dette soit couverte. J'ai senti quelque chose dans mon estomac. Ce n'était pas de la culpabilité. C'était du pouvoir. C'était la justice. C'était le sentiment que les choses s'équilibraient enfin. D'accord, ai-je dit. Allons de l'avant. Parfait. Je vous tiendrai informé de toute nouvelle. Nous avons raccroché. Je me suis assise sur le canapé, fixant le téléphone dans ma main. Tout était en mouvement. Tout se passait. Il n'y avait pas de retour en arrière. Cet après-midi-là, je suis allé me promener. J'avais besoin d'air. J'avais besoin de bouger mon corps. J'ai traversé le parc près de chez moi. Il y avait des enfants qui jouaient, des couples assis sur des bancs, des hommes âgés qui faisaient de l'exercice. La vie continuait. Le monde continuait de bouger et moi aussi. Je me suis assise sur un banc sous un grand arbre. J'ai fermé les yeux et j'ai respiré profondément. L'air sentait l'herbe fraîchement coupée, la terre humide, comme un nouveau départ. J'ai pensé à mon mari, à ce qu'il dirait s'il était là. Il me dirait probablement que je fais la bonne chose, que Marc doit apprendre que l'amour ne signifie pas tout supporter. Ou peut-être me dirait-il que je réagis de manière excessive, que c'est notre fils, que les familles ne se poursuivent pas en justice, mais il n'est pas là et je le suis, et cette décision est la mienne. J'ai ouvert les yeux et j'ai regardé le ciel. Les nuages s'étaient enfin dissipés. Le soleil brillait, propre, lumineux, direct, et pour la première fois depuis des jours, j'ai souri. Ce n'était pas un grand sourire. Ce n'était pas un sourire heureux. C'était un sourire d'acceptation, de paix, de savoir que je faisais la bonne chose, même si cela faisait mal, même si c'était difficile, même si personne d'autre ne le comprenait. Je me suis levé du banc et je suis rentré chez moi. Quand je suis arrivé, il y avait une voiture garée devant ma maison. C'était la voiture de Marc. Je me suis arrêté sur le trottoir. La voiture était là, garée juste devant ma porte, une berline grise que j'avais aidé à payer, 30 000 $ il y a 3 ans. C'est un investissement dans mon entreprise, maman. Il m'avait dit à l'époque, j'ai besoin d'une voiture qui projette une bonne image. Les vitres étaient teintées.
Je ne pouvais pas voir si quelqu'un était à l'intérieur, mais je savais qu'il était là. Je pouvais le sentir. J'ai marché lentement vers ma porte. J'ai sorti les clés de mon sac à main. Mes mains ne tremblaient pas. J'étais calme, plus calme que je ne m'y attendais. Quand j'ai atteint les marches, la portière de la voiture s'est ouverte. Marc est sorti. Il avait 35 ans. Mais à ce moment-là, il ressemblait à un enfant gâté qui n'avait pas obtenu ce qu'il voulait. Il portait une chemise froissée, un jean foncé, ses cheveux ébouriffés. Il avait l'air fatigué, des cernes sous les yeux, stressé. « Maman, dit-il, sa voix tendue. Il faut qu'on parle. Nous n'avons rien à nous dire. » Qu'est-ce que tu veux dire rien? Tu me poursuis en justice. Tu penses que ce n'est rien. J'ai monté les marches sans le regarder. J'ai mis la clé dans la serrure. Maman, s'il te plaît, n'entre pas encore. Donne-moi 5 minutes. Je t'ai déjà donné 12 ans. J'ai ouvert la porte et je suis entré. J'ai essayé de la refermer, mais il a mis son pied dans l'encadrement. Maman, c'est ridicule. Tu ne peux pas me poursuivre en justice. Je suis ton fils. Précisément parce que tu es mon fils. Tu aurais dû me respecter. Respect? De quoi tu parles? Je t'ai toujours respecté. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Il y a une semaine, tu m'as dit que je ne faisais pas partie de ta famille. Tout le monde a ri. Toi aussi. Il a baissé les yeux. Pendant une seconde, il a semblé honteux, mais seulement pour une seconde. C'était une blague, maman. C'était juste une blague. On rigolait. Ce n'était pas une blague. Et je ne rigolais pas. Bien. J'ai franchi une limite. Je suis désolé. Voilà. Heureuse. Je suis désolé. Maintenant, retire la plainte. Non. Qu'est-ce que tu veux dire non? Tu m'as entendu. Je ne retire pas la plainte. Marc a fait un pas en avant. J'ai fait un pas en arrière. Maman, tu comprends ce que tu fais? Tu vas ruiner ma vie. La banque a déjà gelé mes comptes. Je ne peux pas payer mes salaires. Je ne peux pas payer mes fournisseurs. Mon entreprise va s'effondrer. Tu aurais dû y penser avant. Avant quoi? Avant de faire une blague. Tu vas vraiment détruire ma vie pour une stupide blague. Il ne s'agit pas de la blague. Il s'agit de tout. Tout? Quoi? Les 223 000 $ que tu me dois. Marc est resté silencieux. Il a ouvert la bouche, l'a fermée, l'a rouverte. Ce n'est pas une dette. Tu m'as donné cet argent. Tu étais ma mère qui aidait son fils. C'était des prêts, avec des dates de paiement, avec des signatures, avec des promesses. Mais tu es ma mère. Les mères ne font pas payer leurs enfants. Les mères ne méritent pas d'être humiliées non plus. Marc a passé ses mains dans ses cheveux. Il a respiré profondément. Quand il a reparlé, sa voix était différente, sobre, plus calculée. Maman, écoute-moi. Je sais que j'ai merdé. Je sais que j'ai dit quelque chose que je n'aurais pas dû dire, mais ça, c'est trop. Pense à Mason. C'est ton petit-fils. Si mon entreprise échoue, il va souffrir. C'est ce que tu veux. Mason n'est pas ma responsabilité. C'est la tienne. Mais tu l'aimes. Je sais que tu l'aimes. Bien sûr que je l'aime. Mais ça ne veut pas dire que je dois me sacrifier pour lui. Ce n'est pas un sacrifice. C'est la famille. La famille ne fonctionne pas dans une seule direction, Marc. Il a fermé les yeux, a serré les poings. Quand il les a ouverts, sa voix avait changé à nouveau. Maintenant, elle sonnait désespérée. Bien. Bien. Je te paierai. Je jure que je te paierai. Mais donne-moi du temps. Donne-moi 6 mois, 1 an, tout ce dont tu as besoin. Mais retire la plainte, s'il te plaît. Je t'ai déjà donné 12 ans de temps. Mais je n'avais pas l'argent pour te payer. J'investissais tout dans l'entreprise, et j'investissais tout en toi. Mais tu es ma mère. C'est ce que les mères sont censées faire. Cette phrase m'a frappé comme une gifle. Non pas à cause de ce qu'il a dit,
mais à cause de la façon dont il l'a dit, avec une telle conviction, une telle certitude que je lui devais tout juste pour l'avoir mis au monde. Les mères sont aussi des personnes, Marc. Elles se fatiguent aussi. Elles ont aussi besoin de respect. Et c'est ça le respect? Me poursuivre en justice, geler mes comptes, ruiner mon entreprise. Tu as ruiné ma tranquillité d'esprit. Je ne fais que reprendre ce qui m'appartient. Marc a poussé un rire amer. Je n'arrive pas à croire que tu fasses ça. Ma propre mère. Je n'arrive pas à croire que tu m'aies traité comme ça. Mon propre fils. Nous nous sommes fixés du regard. Deux personnes qui ne se reconnaissaient plus. Deux étrangers qui étaient autrefois le monde entier l'un de l'autre. Finalement, Marc a reculé. Tu sais quoi, maman? Fais ce que tu veux. Mais je te préviens. Si tu vas jusqu'au bout, tu ne reverras plus jamais Mason. Jamais. Je te le jure. J'ai senti une boule dans ma gorge, mais je n'ai pas reculé. C'est ta décision, pas la mienne. C'est ta décision. Tu choisis l'argent plutôt que ta famille. Tu as choisi l'argent plutôt que ta mère il y a longtemps. Marc a secoué la tête. Il m'a regardé avec mépris, avec rage, avec quelque chose que je n'avais jamais vu dans ses yeux auparavant. Ce n'est pas fini, a-t-il dit. Je te le promets. Il s'est retourné et a marché vers sa voiture. Il a tiré la portière, est monté, a démarré le moteur et a démarré en trombe. Je suis resté sur le pas de ma porte, regardant la voiture disparaître dans la rue. J'ai fermé la porte lentement, les verrouillé. J'ai marché jusqu'au salon et je me suis affaissé sur le canapé. C'est là que j'ai réalisé que je tremblais. Non pas de peur, mais de rage, de tristesse, de soulagement. Tout à la fois. J'ai fermé les yeux et j'ai laissé les larmes couler. J'ai pleuré en silence. J'ai pleuré pour ce qui aurait pu être et n'a jamais été. J'ai pleuré pour les promesses brisées. J'ai pleuré pour les années perdues. J'ai pleuré pour la mère que j'ai essayé d'être et qui n'a jamais suffi. Mais j'ai aussi pleuré de soulagement parce que j'avais enfin dit tout ce que j'avais besoin de dire. J'avais enfin tenu bon. J'avais enfin choisi ma dignité plutôt que son confort. Le téléphone a sonné. C'était Megan. Je n'ai pas répondu. Il a sonné à nouveau. Encore elle. Je n'ai pas répondu. Un message texte est arrivé. Caroline, tu dois arrêter ça. Tu es égoïste. Pense à ton petit-fils. J'ai bloqué le numéro. Un autre message est arrivé. Cette fois d'un numéro inconnu. Madame Harrison. C'est la mère de Megan. Je ne sais pas ce qui se passe entre vous, mais ce que vous faites n'est pas juste. Les enfants font des erreurs. Les mères pardonnent. C'est comme ça que ça marche. J'ai bloqué ce numéro aussi. Je me suis levé du canapé et je suis allé à la cuisine. J'ai fait du café, me suis assise à table. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé Elisabeth. Caroline, ça va? Oui. Marc est venu chez moi. Que s'est-il passé? Il a essayé de me faire retirer la plainte. Je lui ai dit non. Comment a-t-il réagi? Il m'a menacé. Il a dit que si je continuais, je ne reverrais plus jamais mon petit-fils. Elisabeth a soupiré. C'est une tactique courante. Ils veulent vous faire peur. Ils veulent vous faire sentir coupable. Et ça marche. C'est à vous de voir. Je suis restée silencieuse. J'ai pris une gorgée de café. Il était chaud. Amer. Réel. Je ne reculerai pas, ai-je dit finalement. Je suis contente de l'entendre parce que ça ne fait que commencer. Je sais. Ils vont continuer à pousser. Ils vont essayer de vous faire sentir mal. Ils vont trouver des alliés. Ils vont inventer des histoires. Qu'ils fassent. Êtes-vous sûr? Complètement. Alors, nous avançons. Nous avançons. J'ai raccroché. J'ai fini mon café, lavé la tasse, séché mes mains, et j'ai souri. Parce que pour la première fois de ma vie, je ne fuyais pas. Je ne cédais pas. Je ne me laissais pas marcher dessus. Je me battais. Et même si ça faisait mal, même si ça faisait peur,
même si cela me coûtait tout, je savais que je faisais la bonne chose. Les jours suivants furent une bataille silencieuse. Il n'y eut ni cri, ni coup, mais il y eut une guerre. Une guerre faite de messages ignorés, d'appels sans réponse et de regards des voisins qui commençaient déjà à parler. Le samedi matin, Elisabeth m'a appelé avec des nouvelles. Caroline, l'avocat de Marc a déposé une réponse. Il allègue que les prêts étaient en fait des cadeaux. Il dit qu'il n'y a aucune obligation légale de rembourser l'argent qu'une mère donne volontairement à son fils. Mais il y a des documents. Il y a des signatures. Je sais, et c'est ce que nous allons utiliser. Nous avons la première audience lundi. Je dois vous demander de venir préparer. Apportez tout ce que vous avez. Reçus originaux, email, message texte où il vous a promis de vous payer. Tout. J'ai tout. Parfait. Je vous verrai lundi à 9 h au palais de justice. Je vous enverrai l'adresse. J'ai passé le week-end à tout organiser. J'ai ressorti la boîte du bureau. J'ai examiné chaque papier, chaque reçu, chaque virement bancaire. J'ai cherché dans mes emails tous les messages où Marc me demandait de l'argent. J'en ai trouvé des dizaines. Maman, j'ai besoin de 5 000 $ pour une urgence. Je te rembourserai dans 2 mois. Maman, la banque me met la pression. Peux-tu me prêter 10 000 $? Je te rembourserai avec intérêt. Maman, juste cette dernière fois. Je jure que c'est la dernière fois. J'ai tout imprimé, organisé par date, mis dans un nouveau dossier. Le dimanche, je me suis couché tôt. Je voulais être reposé. Je voulais avoir les idées claires. Je voulais être forte. Mais je n'ai pas pu dormir. Je suis resté éveillé, pensant à tout, à comment j'en étais arrivé là, à si je faisais la bonne chose, à si mon mari serait fier de moi ou déçu. À 4 heures du matin, je me suis levé, j'ai fait du thé. Je me suis assise dans le salon avec une couverture sur les jambes. J'ai regardé par la fenêtre. La rue était vide. Les lumières étaient éteintes. Tout le monde dormait sauf moi. J'ai pensé à Mason, mon petit-fils de 8 ans, ses yeux curieux, son rire facile, comme il me serrait dans ses bras quand il était plus petit, comme il me regarde à peine maintenant. Marc avait menacé de me l'éloigner. Et il tiendrait probablement sa menace. Mais je ne pouvais pas céder parce que si je cédais maintenant, qu'est-ce que j'enseignais à Mason? Qu'il est normal de profiter des gens. Que les mères ne méritent pas le respect. Que l'amour est quelque chose que l'on peut exploiter sans conséquence. Non, je n'allais pas lui enseigner cela. Même si cela me coûtait sa présence, je n'allais pas lui enseigner cela. Le lundi s'est levé froid. Je me suis habillé avec soin, pantalon noir, chemisier blanc, veste grise. Rien d'exagéré. Rien de dramatique, juste digne. Je suis arrivé au palais de justice à 8h30. Elisabeth était déjà là, m'attendant à l'entrée. Elle portait une mallette en cuir, ses lunettes suspendues à la chaîne en or. Prête, a-t-elle demandé. Autant que je pourrais l'être. C'est suffisant. Nous sommes entrés ensemble. Le palais de justice était un vieux bâtiment avec de longs couloirs et des sols carrelés. Il sentait le vieux papier et le café bon marché. Il y avait des gens qui attendaient sur des bancs en bois. Certains parlaient à voix basse, d'autres se contentaient de fixer le sol. Nous nous sommes assis sur un banc près de la salle d'audience. Elisabeth a revu les documents une dernière fois. Souviens-toi, me dit-elle. Sois clair. Sois direct. Ne t'énerve pas, réponds simplement à ce qu'on te demande. Rien de plus. Compris. À 9 heures précises, la porte de la salle d'audience s'est ouverte. Un greffier est sorti avec un presse-papier. Affaire Harrison contre Harrison. Je me suis levé. Mes jambes tremblaient un peu. Elisabeth m'a pris le bras. Ça va. Vous y êtes. Nous sommes entrés. La salle d'audience était petite. Il y avait un grand bureau devant où le juge siégeait, un homme âgé avec d'épaisses lunettes et une expression sérieuse. D'un côté se trouvaient les bancs pour les avocats et les parties. Et de l'autre côté se trouvait Marc. Je l'ai vu et j'ai senti quelque chose dans ma poitrine. Je ne sais pas si c'était de la douleur ou de la colère ou de la tristesse. Peut-être tout cela à la fois. Il était assis à côté de son avocat,
Monsieur Stephen Cole, un jeune homme en costume sombre et cravate rouge. Mark m'a regardé quand je suis entré. Je n'ai pas détourné le regard. Nous nous sommes regardés pendant 3 secondes qui ont semblé durer 3 heures. Puis je me suis assise à côté d'Elizabeth. Le juge a parlé le premier. Bonjour. Nous sommes ici pour examiner la plainte déposée par Madame Caroline Harrison contre Monsieur Mark Harrison pour non-paiement de dette. Le demandeur est-il prêt? Elizabeth s'est levée. Oui, votre honneur. Le défendeur est-il prêt? Monsieur Cole s'est levé. Oui, votre honneur. Le demandeur peut procéder. Elizabeth a sorti les documents. Elle les a posés sur la table. Elle a commencé à parler d'une voix claire et ferme. Votre honneur, ma cliente poursuit son fils pour le remboursement de 223 000 $ prêtés au cours de 12 ans. Nous avons des preuves documentaires de chacune de ces transactions. Contrat signé, virement bancaire, email où le défendeur a promis de rembourser l'argent. Tout est documenté. Le juge a pris les papiers et a commencé à les examiner. Plusieurs minutes se sont écoulées. Personne n'a parlé. Le seul bruit était le froissement des pages. Finalement, le juge a levé les yeux. Le défendeur a-t-il quelque chose à dire? Monsieur Cole s'est levé. Oui, votre honneur. Nous alléguons que ce n'étaient pas des prêts, mais des cadeaux. Madame Harrison a donné de l'argent à son fils volontairement. Il n'y avait aucune obligation légale de remboursement. C'est une pratique courante entre membres de la famille. Le juge a regardé Mark. Monsieur Harrison. Mark s'est levé. Il a dégluti. Oui, votre honneur. Ma mère m'a toujours aidé, mais ce n'était jamais à condition que je la rembourse. Elle l'a fait parce qu'elle le voulait, parce qu'elle était ma mère. Le juge a regardé à nouveau les documents. Il en a sorti un en particulier. Il l'a lu à voix haute. Il y a un contrat ici signé par les deux parties. Date, 15 mars 2020. Montant, 80 000 $. Objet, prêt pour la création d'entreprise. Délai de remboursement, 24 mois. Signature du prêteur, Caroline Harrison. Signature de l'emprunteur, Mark Harrison. Le juge a levé les yeux. Cela ne ressemble pas à un cadeau. Monsieur Cole s'est éclairci la gorge. Votre honneur, mon client signe ce que sa mère lui demande de signer, mais cela ne signifie pas qu'il y avait une réelle intention de recouvrer. Et pourquoi Madame Harrison signerait-elle un tel document si elle n'avait aucune intention de recouvrer? Silence. Le juge est retourné au papier. Puis il a regardé Elizabeth. Avez-vous autre chose à ajouter? Elizabeth s'est levée. Oui, votre honneur. En plus des documents formels, nous avons des messages textes où Monsieur Harrison promet explicitement de rembourser l'argent, des emails où il demande des prêts, et non des cadeaux. Et un témoignage selon lequel Madame Harrison a contracté une deuxième hypothèque sur sa maison pour lui donner cet argent. Ce n'était pas un cadeau. C'était un sacrifice que le défendeur n'a jamais honoré. Le juge a hoché la tête lentement. Je vois. Il a regardé Mark. Monsieur Harrison, avez-vous les moyens de payer cette dette? Mark a pâli. Non, votre honneur. Pas pour le moment. Combien pouvez-vous payer mensuellement? Je ne sais pas. Mon entreprise est en difficulté. Avez-vous des biens? Monsieur Cole a intervenu. Votre honneur, mon client a une maison et 2 véhicules, mais tout est au nom de sa femme. Le juge a haussé un sourcil. Au nom de sa femme? Oui, votre honneur. Et quand ces transferts de propriété ont-ils été effectués? L'avocat a hésité. Récemment? Si récemment? La semaine dernière. Le juge a fermé les yeux, a secoué la tête. Monsieur Harrison, vous avez transféré tous vos biens au nom de votre femme après avoir appris que votre mère allait vous poursuivre en justice. Mark n'a pas répondu. Répondez à la question. Oui, votre honneur. Le juge a frappé le bureau avec un stylo. Cela s'appelle la dissimulation frauduleuse d'actifs. C'est illégal, et je n'apprécie pas du tout. Monsieur Cole a essayé de parler. Votre honneur, c'était juste une mesure préventive. Une mesure préventive pour échapper à vos responsabilités. Le juge l'a interrompu.
Je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça du tout. Il a regardé Élisabeth. Le demandeur demande-t-il une saisie conservatoire? Élisabeth a hoché la tête. Oui, votre honneur. Nous demandons un gel immédiat de ses comptes bancaires et une hypothèque sur les biens transférés. Le juge a écrit quelque chose. Accordé. J'ordonne un gel immédiat de tous les comptes bancaires de Monsieur Mark Harrison, et j'ouvre une enquête sur les transferts de propriété pour déterminer s'ils ont été effectués de mauvaise foi. Mark a bondi sur ses pieds. Mais ça va ruiner mon entreprise. Le juge l'a regardé froidement. Monsieur Harrison, vous devez 223 000 $ à votre mère. Vous avez des documents signés. Vous avez rompu vos promesses. Et en plus, vous avez essayé de cacher vos biens. Vous n'êtes pas en position de protester. Mais c'est ma mère. Les familles ne se poursuivent pas en justice. Les familles ne profitent pas les unes des autres non plus. Le juge a frappé son bureau avec le marteau. La plainte est recevable. Prochaine audience dans 30 jours. À ce moment-là, nous déterminerons un plan de paiement. Cette session est ajournée. C'était fini. Nous avons quitté la salle d'audience en silence. Mark est resté à l'intérieur avec son avocat. Je ne me suis pas retourné pour le regarder. Je ne voulais pas voir son visage. Je ne voulais pas voir sa colère ou sa peur ou ce qu'il ressentait. Élisabeth m'a pris le bras quand nous avons atteint le couloir. Vous avez très bien fait. Je n'ai rien dit. Exactement. Vous avez laissé les documents parler pour vous. Nous sommes sortis du palais de justice. Le soleil brillait dehors. Il faisait chaud. La ville bougeait. La vie continuait. Je me suis arrêté sur le trottoir et j'ai respiré profondément. Et maintenant, ai-je demandé à Élisabeth. Maintenant, nous attendons. Ses comptes sont gelés. Il ne peut pas déplacer d'argent. Il ne peut rien vendre. Il a 30 jours pour présenter un plan de paiement. S'il ne le fait pas, nous procédons à une saisie complète des actifs. Et s'il présente un plan, alors le juge décide s'il est équitable ou non, et vous décidez si vous l'acceptez. J'ai hoché la tête lentement. Merci, Élisabeth. Ne me remerciez pas encore. Cela ne fait que commencer. Mais je savais que non. C'était déjà fini. Du moins la partie la plus difficile. Parce que j'avais déjà gagné. Je n'avais pas gagné d'argent. Pas encore. Mais j'avais gagné quelque chose de plus important. J'avais gagné ma dignité. La nouvelle du gel des avoirs s'est répandue rapidement. Plus vite que je ne m'y attendais. Dès le mardi après-midi, mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. Des numéros inconnus, des messages de personnes que je n'avais pas entendues depuis des années, des connaissances de Mark, des amis de Meghan, même la mère de l'institutrice de Mason m'a écrit. Elle disait toutes la même chose en des mots différents, que je réagissais de manière excessive, que les mères ne font pas ça, que je détruisais ma propre famille, que je devrais avoir honte, que l'argent ne vaut pas plus que le sang, que Dieu allait me punir pour ça. J'ai bloqué tous les numéros. J'ai désactivé mes notifications. J'ai laissé le téléphone en mode silencieux sur la table de la cuisine et je me suis fait du thé. Je me suis assise près de la fenêtre et j'ai regardé le jardin. Les fleurs étaient toujours là. Les feuilles bougeaient dans le vent. Le monde continuait de tourner même si tout le monde voulait me faire sentir que j'étais celle qui avait tort. Le mercredi matin, alors que je sortais acheter du pain, Madame Gable, d'en bas de la rue, m'a arrêté. Elle a 65 ans et vit dans ce quartier depuis 30 ans. Elle a toujours été gentille avec moi, me disant toujours bonjour, me demandant toujours comment j'allais. Mais ce jour-là, son regard était différent. Elle m'a arrêté en me posant la main sur le bras et m'a parlé de cette voix que les gens utilisent lorsqu'ils pensent vous donner des conseils, mais qu'ils vous jugent en réalité. Elle m'a dit qu'elle avait entendu ce qui se passait avec Mark, qu'elle savait que les fils pouvaient parfois être difficiles. Mais que c'est juste comme ça que sont les fils, qu'elle avait traversé des choses similaires avec son fils aîné, qu'au bout du compte, la famille est tout ce qui compte. Que l'argent va et vient, mais qu'on ne peut pas changer son sang. Que je devrais y réfléchir attentivement parce qu'une mère qui poursuit son fils est quelque chose que les gens n'oublient pas. Que le quartier parlait déjà. Que ma réputation était en jeu. J'ai écouté sans l'interrompre. Quand elle a eu fini, je l'ai remerciée de son inquiétude et j'ai continué mon chemin.
Je n'ai pas essayé d'expliquer. Je n'ai pas essayé de me défendre parce que je savais qu'elle ne comprendrait pas. Les gens qui n'ont jamais eu à choisir entre leur dignité et l'amour de leurs enfants ne comprendront jamais. Cet après-midi-là, alors que je rangeais le pain dans la cuisine, quelqu'un a frappé à la porte. Ce n'était pas un coup normal. C'était un coup fort, insistant, désespéré. J'ai regardé par le Judas avant d'ouvrir. C'était Megan. Elle tenait la main de Mason. Les yeux du garçon étaient rouges comme s'il avait pleuré. J'ai ouvert la porte, mais je ne les ai pas laissés entrer. Megan avait l'air différente. Ses cheveux étaient en désordre, pas de maquillage. Ses yeux étaient gonflés. Elle avait l'air de ne pas avoir dormi depuis des jours. Elle m'a regardé avec un mélange de rage et de désespoir et m'a dit qu'il fallait parler, que cela ne pouvait pas continuer, que Marc était un désastre, que l'entreprise s'effondrait, que les employés n'avaient pas été payés, que les fournisseurs menaçaient de poursuivre en justice. Que tout ce qu'ils avaient construit s'écroulait à cause de moi. Elle a demandé si c'était ce que je voulais. Si je voulais voir mon fils ruiné. Si je voulais que Mason grandisse en regardant sa grand-mère détruire son père. Je l'ai regardé en silence. Puis j'ai regardé Mason. Le garçon ne voulait pas me regarder dans les yeux. Il se contentait de fixer ses chaussures. J'ai demandé à Megan si elle avait jamais pensé à ce que j'avais ressenti quand ils ont tous ri de moi à ce dîner. Si elle s'était déjà demandé ce que ça faisait de se faire dire par sa propre famille qu'on n'en fait pas partie. Si elle avait déjà considéré que peut-être je méritais aussi le respect. Megan n'a pas répondu. Elle a juste serré la main de Mason et m'a dit que j'étais une vieille femme amère qui ne comprenait pas comment fonctionne le monde moderne. Que dans les vraies familles, les gens se soutiennent sans rien attendre en retour. Que ce que je faisais n'était pas de la justice, c'était de la vengeance. Que Dieu me le ferait payer un jour. Je lui ai dit que Dieu m'avait déjà fait payer assez avec 12 ans d'invisibilité. J'ai fermé la porte lentement. J'ai entendu Megan crier quelque chose de l'extérieur, mais je n'ai pas pu comprendre quoi. Puis j'ai entendu des pas s'éloigner. Une voiture démarrer. Le silence à nouveau. Je suis resté derrière la porte pendant plusieurs minutes. Mes mains tremblaient. Non pas de peur, mais de rage, de tristesse, de tout. J'ai marché jusqu'au salon et je me suis assise. J'ai fermé les yeux et j'ai respiré profondément. Le téléphone a vibré sur la table. C'était un message d'un numéro que je n'avais pas enregistré. Il disait que si je ne retirais pas la plainte, je le regretterais, qu'ils avaient des moyens de me faire comprendre, que c'était ma dernière chance. Je l'ai lu 2 fois. Puis j'ai fait une capture d'écran et l'ai envoyée à Elisabeth. Elle a répondu immédiatement, me disant que c'était de l'intimidation et que nous pouvions déposer une plainte supplémentaire. Je lui ai dit que je ne voulais plus de problème. Je voulais juste que cela se termine. Le jeudi soir, je regardais la télévision quand j'ai entendu un bruit dehors. Un grincement aigu contre le métal. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu que quelqu'un avait peint à la bombe ma voiture en noir. Un seul mot, traîtresse. Je suis sorti. J'ai regardé la voiture. J'ai regardé autour de moi. Personne n'était là. Les lumières des maisons voisines étaient éteintes. Tout le monde dormait. Je suis rentré, j'ai fermé la porte. J'ai rappelé Elisabeth. Cette fois, elle m'a dit que nous ne pouvions plus ignorer cela, qu'il fallait le signaler, que cela dégénérait. Je lui ai dit, d'accord, de faire tout ce qu'elle devait faire. Le vendredi, je suis allé au poste de police. J'ai déposé une plainte. Je leur ai montré les photos de la voiture. Je leur ai montré les messages menaçants. L'officier qui a pris ma déposition était un jeune homme avec une expression ennuyée. Il a pris des notes de tout sans grand intérêt. Il m'a dit que c'était probablement juste des gamins qui s'amusaient. Qu'on ne peut faire confiance à personne de nos jours, que je devrais faire attention, que je devrais installer des caméras chez moi, rien de plus. Il ne m'a pas fait me sentir en sécurité. Il ne m'a pas fait me sentir protégé. Il m'a juste fait me sentir plus seul. Je suis rentré chez moi alors qu'il commençait à faire nuit. Les rues étaient vides. Le vent soufflait des feuilles sèches sur le trottoir. Je suis entré et j'ai fermé la porte à clé. J'ai vérifié toutes les fenêtres, toutes les portes. Tout était verrouillé, mais je ne me sentais pas en sécurité. Je me sentais assiégé.
Je me sentais attaqué. Je me sentais fatigué. Je me suis assise dans le salon, les lumières éteintes. Seule la lumière du réverbère traversait les rideaux. J'ai pensé à tout ce qui s'était passé au cours des 2 dernières semaines. À comment j'étais passé d'une mère invisible à une ennemie publique. À comment j'étais passé de ne pas exister pour eux à être la seule chose à laquelle ils pensaient. À comment l'argent avait tout changé. Ou peut-être n'avait-il rien changé. Peut-être qu'il avait juste révélé ce qui était toujours là. Le téléphone a vibré. C'était Elisabeth. Elle envoyait un message pour me dire que Marc avait soumis une contre-offre. Il proposait de payer 50 000 $ sur 5 ans. 10 000 par an. Elle a demandé si je voulais y réfléchir. J'ai fait le calcul dans ma tête. 50 000 sur 223 000. Moins d'un quart. Et dans 5 ans, quand j'aurai 65 ans, si je vivais jusque-là, s'il payait, si tout allait bien, j'ai répondu à Elisabeth non, que ce n'était pas acceptable, qu'il payait tout ou que nous nous reverrions à l'audience finale. Elle m'a dit que c'était bien, que c'était ma décision, qu'elle me soutenait, que nous nous reverrions à la prochaine audience. J'ai mieux dormi cette nuit-là que depuis des jours. Non pas parce que j'étais calme, mais parce que j'étais certaine. Certaine que je faisais la bonne chose. Certaine que je ne céderais pas. Certaine que cela se terminerait comme cela devait se terminer. 3 semaines supplémentaires s'écoulèrent avant la prochaine audience. 3 semaines durant lesquelles le monde sembla s'arrêter et s'accélérer en même temps. 3 semaines durant lesquelles j'appris que la solitude peut être à la fois une punition et un cadeau. J'arrêtai de sortir autant. J'arrêtai de répondre aux appels. J'arrêtai de m'expliquer. J'existais simplement dans ma propre bulle, attendant que le processus légal suive son cours. Elisabeth m'appelait tous les 2 jours pour me tenir informé. Elle me dit que l'avocat de Marc essayait toujours de négocier. Ils avaient augmenté l'offre à 70 000 $ sur 3 ans, puis à 90 000 $ sur 2 ans. Chaque fois qu'elle appelait avec une nouvelle proposition, ma réponse était la même. Pas avant que ce ne soit un montant raisonnable et un délai raisonnable. Pas avant une véritable reconnaissance de la dette totale. Le matin de l'audience finale, je me levai avant l'aube. Je fis du café. Je m'assis dans la cuisine et regardai le ciel passer du noir au gris, puis au rose. Il y avait quelque chose de symbolique dans ce lever de soleil. Comme si l'univers me disait qu'après l'obscurité, il y a toujours la lumière. Je m'habillai de la même veste grise et du même chemisier blanc que j'avais porté à la première audience. Je me coiffai avec soin. Je mis les boucles d'oreilles en perles que mon mari m'avait offertes pour notre 20e anniversaire. Je me regardai dans le miroir et vis une femme différente de celle que j'avais été un mois auparavant. Je vis quelqu'un qui avait appris à dire non. Quelqu'un qui avait appris que l'amour de soi n'est pas de l'égoïsme. J'arrivai au palais de justice une demi-heure en avance. Elisabeth était déjà là avec sa mallette en cuir et son expression sereine qui me calmait rien qu'à la voir. Elle me dit qu'il y avait du nouveau. Que tôt ce matin, l'avocat de Marc avait appelé avec une offre finale, 140 000 $, payable sur 18 mois. C'était plus de la moitié de la dette. C'était un délai raisonnable. C'était quelque chose qui pouvait techniquement être considéré comme un accord équitable. Je restai silencieuse, réfléchissant. Elisabeth expliqua que si j'acceptais cette offre, tout se terminerait aujourd'hui. Le juge ratifierait l'accord. Marc devrait s'y conformer ou faire face à des conséquences pénales. Je recevrais cet argent et pourrais clore ce chapitre de ma vie. Mais elle me dit aussi autre chose. Elle dit que si je ne pensais pas que c'était suffisant, nous pourrions continuer, qu'elle pensait que nous pouvions gagner l'intégralité de l'affaire, que les documents étaient solides, que le juge était clairement de notre côté. Je lui demandai ce qu'elle ferait à ma place. Elisabeth retira ses lunettes et me regarda droit dans les yeux. Elle dit que ce n'était pas une question légale, mais une question émotionnelle. Que techniquement, 140 000 $ était une victoire. Que je récupérerais plus de la moitié de ce que j'avais perdu, mais qu'elle comprendrait aussi si je voulais me battre pour le tout, que c'était ma décision, et quoi que je choisisse, elle me soutiendrait. Je pensais aux 12 dernières années, à tout ce que j'avais donné, à tout ce que j'avais sacrifié, à toutes les fois où j'avais dit oui alors que j'aurais dû dire non. Je pensais à mon mari, à ce qu'il aurait voulu pour moi. Je pensais à Masson, à la façon dont ce combat l'affectait, même si ce n'était pas de sa faute. Je pensais à Marc,
au garçon qu'il était et à l'homme qu'il était devenu. Et finalement, je pensais à moi-même, à la femme de 60 ans qui méritait la paix plus que la vengeance, qui méritait de dormir sereinement plus que d'avoir absolument raison. Je dis à Elisabeth que j'acceptais l'offre. Que 140 000 $ sur 18 mois, c'était suffisant. Non pas parce que je ne méritais pas plus, mais parce que je méritais d'en finir avec ça. Elle hocha la tête et alla parler avec l'avocat de Marc. Quand nous entrâmes dans la salle d'audience, Marc était déjà là. Il avait l'air différent, plus mince, plus pâle, plus fatigué. Il ne me regarda pas quand j'entrai. Il garda les yeux sur ses mains. Le juge arriva ponctuellement et nous demanda de nous lever. Elisabeth expliqua que les parties étaient parvenues à un accord. Le juge examina les documents que l'avocat de Marc avait soumis. Il lut les termes à voix haute. 140 000 $ payés en 18 versements mensuels de 7 777 $. Le premier paiement était dû dans 30 jours. Si un paiement était manqué, la saisie complète des actifs serait automatiquement activée. Le juge demanda si les deux parties étaient d'accord. Elisabeth dit oui. L'avocat de Marc dit oui. Le juge nous demanda de signer. Elisabeth signa la première, puis moi, puis l'avocat de Marc. Enfin, Marc. Le juge frappa son bureau avec le marteau et déclara l'affaire close avec un accord contraignant. Il dit qu'il espérait que les deux parties respecteraient ce qui avait été convenu et que la famille pourrait guérir. Tout le monde se leva. Tout le monde ramassa ses affaires. Marc s'approcha de moi avant que je ne puisse partir. Il se tint devant moi, les mains dans les poches, la tête légèrement baissée. Il me dit qu'il voulait que je sache quelque chose, qu'il n'aurait jamais pensé que nous en arriverions là, qu'il n'avait jamais cru que je le ferais vraiment, qu'il avait toujours supposé qu'à la fin je céderais, tout comme j'avais toujours cédé. Il me dit qu'il avait appris quelque chose au cours de ces semaines. Qu'il comprenait qu'il m'avait prise pour acquise. Qu'il avait supposé que mon amour était inconditionnel et qu'il pouvait donc faire ce qu'il voulait sans conséquence. Il dit qu'il n'était pas sûr de pouvoir un jour me pardonner cela, mais qu'il comprenait pourquoi je l'avais fait. J'écoutais sans l'interrompre. Quand il eut fini, je lui dis que je n'étais pas sûr de pouvoir un jour le pardonner non plus, mais que je ne cherchais pas son pardon, que ce que je cherchais était ma dignité, et que ce n'était pas quelque chose qu'il pouvait me donner ou me prendre. Que c'était quelque chose que j'avais reconquis pour moi-même. Je lui dis que je m'attendais à ce qu'il effectue les paiements, que s'il le faisait, peut-être qu'un jour nous pourrions reparler, peut-être qu'un jour nous pourrions reconstruire quelque chose, mais que cela dépendait de lui. La balle était dans son camp. Marc hocha lentement la tête. Il demanda s'il pouvait serrer sa mère dans ses bras une dernière fois. Je lui dis qu'il pouvait me serrer dans ses bras, mais que ce n'était pas la dernière fois, que c'était simplement un autre type de câlin. Le câlin de deux personnes qui s'étaient battues et qui devaient maintenant apprendre à coexister avec cette histoire. Nous nous serrâmes brièvement dans les bras. C'était gênant. C'était triste, mais c'était honnête. Quand nous nous séparâmes, Marc partit avec son avocat sans regarder en arrière. Elisabeth et moi quittâmes le palais de justice ensemble. Le soleil brillait dehors avec une intensité qui me fit fermer les yeux une seconde. Quand je les rouvris, tout semblait plus clair, plus net, plus réel. Elisabeth me demanda comment je me sentais. Je lui dis que je ressentais beaucoup de choses en même temps. Soulagement, tristesse, fierté, peur, espoir, tout mélangé dans une émotion qui n'avait pas de nom, mais qui ressemblait à la liberté. 6 mois passèrent. Marc effectua les 6 premiers paiements. Le premier de chaque mois, sans faute, le virement arrivait sur mon compte. 7 777 $. Il n'appelait pas, il n'écrivait pas, il se contentait de payer, et cela suffisait. Je ne le contactais pas non plus. J'avais besoin de temps. Nous avions tous deux besoin de temps. Un jour, je reçus un message texte d'un numéro inconnu. C'était Masson. Il disait qu'il avait trouvé mon numéro dans le téléphone de son père. Il voulait savoir s'il pouvait me rendre visite un jour. Qu'il me manquait, qu'il avait entendu des choses d'adultes qu'il ne comprenait pas vraiment, mais qu'il savait qu'il y avait eu des problèmes, qu'il voulait juste voir sa grand-mère. Je lui répondis que bien sûr il pouvait me rendre visite, que les portes de ma maison lui seraient toujours ouvertes, que je l'aimais, et que rien de ce qui s'était passé entre son père et moi ne changeait cela. 2 semaines plus tard, Marc m'appela. Il demanda si c'était vrai que Masson m'avait envoyé un SMS. Je dis oui.
Il demanda si j'étais vraiment d'accord pour qu'il vienne. Je lui dis que c'était plus que d'accord, que Mason n'était en faute pour rien de tout cela, et que je n'allais pas le punir pour les erreurs des adultes. Marc resta silencieux un instant. Puis il me dit qu'il l'amènerait le dimanche suivant, qu'ils pourraient passer l'après-midi ensemble, qu'il reviendrait le chercher plus tard. Ce dimanche-là, je préparais le déjeuner préféré de Mason, des pâtes et des boulettes de viande. Je nettoyais la maison. Je mis des fleurs fraîches sur la table. Quand ils arrivèrent, Marc resta dans la voiture. Mason courut et me serra dans ses bras avec cette force que seuls les enfants ont. Il me dit qu'il m'avait tellement manqué. Je lui dis qu'il m'avait manqué aussi. Nous passâmes l'après-midi à jouer, à parler, à rire comme avant. Comme cela aurait toujours dû être. Quand Marc vint le chercher, il s'approcha de la porte. Il dit « Merci ». Je lui dis qu'il n'avait pas à me remercier, que Mason était mon petit-fils et serait toujours le bienvenu. Marc hocha la tête. Nous nous dîmes au revoir d'un signe de la main polie. Toujours distant, toujours maladroit, mais moins hostile qu'avant. Aujourd'hui, quand je suis assise dans mon jardin avec une tasse de thé et que je regarde les fleurs que j'ai plantées il y a quelques mois, je pense à tout ce qui s'est passé. Je pense à la femme que j'étais il y a un an, à la façon dont je me suis laissé traiter, à la façon dont j'ai confondu l'amour avec le sacrifice. Et j'ai réalisé quelque chose d'important. Je n'ai pas perdu ma famille quand j'ai posé des limites. J'ai retrouvé ma dignité. Et peut-être, juste peut-être, en faisant cela, je leur ai aussi donné la chance d'apprendre quelque chose qu'ils n'auraient jamais appris autrement. Que le véritable amour n'est pas inconditionnel. Que le respect est le fondement de toute relation. Que les mères sont aussi des personnes avec des limites et des besoins. Et qu'il n'est jamais, jamais trop tard pour se choisir soi-même. Si vous lisez ceci et que vous vous identifiez à mon histoire, je veux que vous sachiez quelque chose. Vous n'êtes pas égoïste de poser des limites. Vous n'êtes pas une mauvaise mère d'exiger le respect. Vous n'êtes pas une traîtresse de vous défendre. Vous êtes simplement humaine. Et vous méritez la dignité autant que n'importe qui d'autre. Parfois, l'amour le plus courageux que nous puissions donner est celui de soi.